Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Académie de la cheville. Donc ce soir le thème est la prise en charge des entorses de cheville sur le terrain. L'intervenant sera Brice Picot, qui est kiné du sport, qui intervient à la Fédé de hand et qui est membre du conseil d'administration de la SFMKS. Juste avant de lui laisser la parole, simplement pour faire un petit rappel sur ce qu'est l'Académie de la cheville. Donc pour certains d'entre vous qui ont déjà participé, vous l'avez compris, hein, c'est un ensemble de formations en ligne destinées aux professionnels de la prise en charge des pathologies de la cheville. Ce sont des formations qui sont animées par des experts de la cheville, que ce soit des docteurs en biomécanique, chirurgiens, ou comme ce soir des kinésithérapeutes. Ces gens, ils ont tous en commun d'être spécialisés autour de la cheville et impliqués dans la recherche et l'innovation autour des solutions thérapeutiques de la cheville. Juste avant de laisser la parole à Brice, simplement pour vous informer que sur votre écran, vous avez un onglet questions sur la partie droite. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions par écrit tout au long de la présentation. Et puis nous, on va s'accorder un temps à la fin de la présentation pour faire une petite séance de questions-réponses. Et puis voilà, c'est tout bon. Je laisse la parole à Brice. Bien, bonsoir à tous. Merci pour cette nouvelle invitation. C'est toujours un plaisir d'avoir intégré l'Académie de la cheville. Donc ce soir, on va prendre le point de vue du clinicien de terrain et on va aborder la problématique de l'entorse en essayant de comprendre les principaux mécanismes lésionnels qui sont liés à la problématique de l'entorse. On verra ensuite les lésions qui peuvent être potentiellement associées à cette pathologie, et puis on verra les dernières recommandations de prise en charge sur le terrain en urgence, et puis on abordera évidemment les possibilités d'examens complémentaires qui sont associés à la pathologie de l'entorse de cheville. Alors, je vous ai remis un schéma issu du livre de Yves Tourné qui est paru en 2015, qui permet de revoir sur la partie gauche de votre schéma l'ensemble des systèmes ligamentaires qui vont être des freins au varus. Cet ensemble de systèmes ligamentaires, on va les revoir sur le schéma ensuite ici, avec sur la partie haute du schéma, sur la partie en haut là, le ligament tibiofibulaire inférieur et antérieur, avec sa composante inconstante qui est le ligament de Basset. Ce cours il fait un petit peu suite au webinaire qu'on avait fait sur l'anatomie et la biomécanique de la cheville. Donc on retrouve ce ligament tibiofibulaire inférieur et antérieur qui est moins résistant que son homologue postérieur. On retrouve évidemment sur le compartiment latéral le ligament collatéral fibulaire avec sa partie antérieure, le fameux LTFA, ligament talofibulaire antérieur, et sa partie importante qui est bifasciculée, hein, là on le voit très bien sur cette représentation là en dissection anatomique. Sur la partie strictement latérale, donc dans le plan frontal, on retrouve le ligament calcanéo-fibulaire. Et puis un petit peu plus en avant, dans la partie de la soutalienne, on a le ligament interosseux, ou ligament haie, et puis un ligament qu'on avait un petit peu plus détaillé dans le dernier webinaire, c'est le ligament cervical, ou talocalcanéen antérolatéral, qui va être potentiellement touché dans les entorses de cheville. Donc voilà un petit peu les systèmes ligamentaires sur lesquels on va devoir commencer à réfléchir quand on aborde une pathologie de terrain comme l'entorse de cheville. Sur cet autre schéma qui est issu du même livre, donc la cheville instable, que je vous invite à aller ouvrir si vous avez l'occasion, vous allez apprendre pas mal de choses sur la problématique des entorses de cheville. On comprend très bien qu'on a un double système ligamentaire en fait, qui est un frein en varus. C'est le système de la soutalienne, le verrou subtalaire, qui comporte le ligament cervical en 3 et le ligament interosseux. Et puis un autre système qui appartient plutôt à la talocrurale, c'est le LTFA, le numéro 1, et le ligament calcanéo-fibulaire. On comprend bien avec ces deux schémas à côté qu'une bascule du pied en varus forcé peut entraîner à la fois une lésion au niveau des ligaments de la talocrurale, du compartiment collatéral fibulaire, et éventuellement une lésion de la subtalaire avec une atteinte principalement du ligament cervical, voire du ligament interosseux. Donc ce petit schéma-là permet de comprendre que dans une bascule en varus, qui correspond aux entorses de cheville, on a une association possible des différentes atteintes ligamentaires qu'on vient de voir. Alors je ne vais pas m'attarder très longtemps sur les rappels épidémiologiques, parce que je crois que tous les intervenants de l'académie vous ont parlé des rappels épidémiologiques. Le chiffre des 6500 entorses par jour que vous connaissez tous très bien
Je vous rappelle qu'il est largement sous-estimé, on pense qu'il y en a au moins le double, puisqu'en fait ces 6500, c'est uniquement ceux qui vont consulter dans les services d'urgence, donc il y en a bien évidemment au moins le double. Ça en fait l'articulation la plus touchée. La problématique de récidive, vous la connaissez bien, avec un passage possible à la chronicité, c'est-à-dire en situation d'instabilité chronique de cheville, qui va de 30% en moyenne jusqu'à beaucoup plus dans des populations sportives. Par contre, ce qu'on dit souvent pas, c'est qu'il y a un réel problème de mesure épidémiologique, parce qu'en fonction du type de population qu'on étudie, le taux d'entorse, le taux de récidive varie, le calcul réel de l'incidence et de la prévalence est compliqué, et puis le diagnostic et la définition claire, potentielle même des lésions associées, fait que certains auteurs, alors ce sera la dernière diapo qu'on va voir, notamment Fala, là, dans la fin des années 90, préfèrent parler de syndrome d'entorse de cheville que réellement de la problématique directe de l'entorse de cheville. On verra ça tout à l'heure. Alors s'il faut donner une définition, la plus juste, ça peut être probablement celle-là, c'est une atteinte ligamentaire qui touche dans plus de 90% le compartiment latéral, et notamment le faisceau antérieur de ce compartiment collatéral latéral, avec bien évidemment, on vient de le dire, puis on va voir dans la suite des webinaires, des possibles lésions associées qui sont en général nombreuses, on verra les chiffres tout à l'heure. Et puis, ils se définissent cette entorse de cheville par un mécanisme d'inversion forcée qui se fait en charge. Alors on le voit bien ici, donc principalement dans le plan frontal, on le voit sur l'image de droite. Si on s'intéresse plus précisément aux différents types de mécanismes lésionnels, eh ben on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a différents types d'entorse de cheville. Je vous ai mis en avant une des publications intéressantes. Il y en a 4 des publications sur les entorses de cheville. Une des dernières, c'est celle-là, c'est celle de Daniel Fong là, en 2012. Le type d'entorse de cheville le plus fréquent, c'est l'inversion. Alors, vous voyez que déjà sur le schéma, là, on a un réel problème, parce que inversion, en français, on sait tout ce que ça veut dire, c'est une association flexion plantaire, adduction, flexion plantaire, adduction et pronation. Et ben, dans la littérature internationale, notamment chez les Américains, inversion, ça correspond uniquement à de la pronation ou à de la supination. C'est uniquement dans le plan frontal. Donc déjà, en termes d'analyse de mouvement, on peut avoir des problématiques quand on lit la littérature internationale. Bref, cette pathologie en inversion, on va dire à la française, c'est un ensemble donc de mouvements qui va conduire, on le voit très bien sur le schéma en haut à droite, à une mise en tension du ligament LTFA, là, du ligament talofibulaire antérieur, avec une bascule du talus en varus, et potentiellement un écartement de la pince bimalléolaire qui va aussi mettre en tension le ligament tibiofibulaire inférieur et antérieur qu'on voit sur le schéma. On voit que la composante de rotation interne est extrêmement importante, donc la plupart des entorses de cheville se font dans les 3 dimensions, dans les 3 plans de l'espace. Alors je vais essayer de vous passer une vidéo, c'est un joueur qui est très connu pour avoir des problématiques d'entorse de cheville, pour ceux qui suivent le basket, c'est Stephen Curry. Vous allez voir, il va se blesser sur sa cheville gauche, donc c'est le joueur qui attaque, là, je vais passer la vidéo, je ne sais pas si ça passe bien, on va l'arrêter de toute façon. Vous voyez qu'il réceptionne, on voit très bien, si je coupe la vidéo, qui réceptionne, et là, il y a une composante importante de flexion plantaire, on voit bien la supination, on voit bien la rotation médiale, et en plus de ça, il va recevoir le pied de l'adversaire, qui va augmenter, encore une fois, la contrainte au niveau du mécanisme lésionnel. Alors pour la petite histoire, je vais laisser défiler la vidéo, on voit bien qu'il y a une belle entorse de cheville, vous allez vous rendre compte qu'il va pouvoir assez rapidement se remettre à marcher, voilà, et puis il va revenir, il va finir le match, il va faire un match qui est plutôt bon, pourtant il a une entorse de stade 3, il va disparaître des terrains pendant quelques temps derrière, et c'est quelqu'un qui souffre d'instabilité chronique de cheville. Donc c'est une première information importante, l'impotence fonctionnelle liée à l'entorse de cheville, elle est absolument pas, il n'y a pas de lien direct entre la gravité de l'entorse de cheville et l'impotence fonctionnelle. On verra ça tout à l'heure. Le deuxième type d'entorse de cheville le plus fréquent, c'est celui qu'on retrouve beaucoup au tennis, avec un mécanisme lésionnel qui se fait quasiment que dans le plan frontal, avec une bascule de la cheville en supination. C'est typiquement un glissé sur la terre battue, la semelle de la chaussure mord, et la cheville bascule, on le voit très bien sur l'image du dessus, quasiment que dans le plan frontal. Alors il y a une composante de rotation interne qui est très importante, qui va apparaître un petit peu après. Je vous invite à lire les travaux de Mock, c'est la deuxième
deuxième belle publication qu'il y a sur les mécanismes lésionnels. Et on comprend très bien que dans cette situation-là, ce type de lésion traumatique va principalement mettre en tension le ligament collatéral fibulaire avec le ligament calcanéo-fibulaire. C'est pas tout à fait le même mécanisme, je vais vous le montrer sur cette vidéo-là. Donc vous allez voir la joueuse qui va glisser, qui va se blesser sur sa cheville droite. On va avoir un ralenti après. Donc c'est la joueuse qui est en haut de l'écran, sur la troisième balle de mémoire. Ici, voilà, elle vient glisser, alors ça va vite, on voit pas grand chose, mais il va y avoir un ralenti. J'avance un petit peu. Voilà, vous allez voir qu'elle va glisser, et au bout d'un moment, le pied va mordre. Si je m'arrête ici, on a la même image que tout à l'heure, à savoir une bascule importante, principalement dans le plan frontal, avec une atteinte très importante, qui là, pour le coup, de mémoire, va l'empêcher de reprendre. En tout cas, elle va sortir et elle va se faire strapper. Je ne sais plus si elle reprend sur le terrain. Par contre, c'est une entorse grave. Le dernier type de mécanisme, on va le voir juste après, je vous ai mis les deux autres publications. Alors il me semble que François Fourchet a parlé beaucoup dans un des derniers webinaires sur les problématiques de l'entorse de cette publication-là, à nouveau de Daniel Fong sur une entorse qui se passe directement en laboratoire, donc c'est très intéressant. Il y en a une deuxième qui est arrivée juste après, en 2011, c'est le groupe norvégien avec Christian Slum ici qui parle d'une autre type d'entorse de cheville, enfin un autre accident en laboratoire. Voilà, vous avez les 4 publications les plus pertinentes sur les mécanismes d'entorse de cheville que l'on connaît. Le dernier type de mécanisme de lésion en termes d'entorse, c'est un mécanisme qui est plus compliqué à envisager. Vous allez voir que ça va très vite, on ne voit pas grand-chose. C'est un mécanisme qui est dit en rotation latérale. Alors le pied va pivoter, alors quasiment dans le plan transversal, on va le voir, va pivoter en rotation latérale. Cette rotation latérale va conduire à un écartement de la pince bimalléolaire, que vous avez bien représenté ici, et ouvrir et léser le ligament tibiofibulaire antérieur et inférieur. Le compartiment postérieur, je l'ai dit tout à l'heure, est beaucoup plus rigide et il est rarement atteint. Par contre, sur ce mécanisme en rotation latérale, on a une vraie atteinte de la syndesmose sur le compartiment antérieur. L'autre possibilité, c'est quand le pied est ancré au sol, avec des crampons par exemple, et que le tibia pivote en rotation médiale, on a le même phénomène d'ouverture de la pince bimalléolaire et une lésion du ligament tibiofibulaire antérieur et inférieur. Pour ceux qui suivent un petit peu le handball, c'est ce qui s'est passé avec Luka Karabatic. Je vous remonte l'image, vous allez voir que ça va très vite, on ne voit pas grand chose, ça se passe maintenant. Le joueur ne tombe quasiment pas, on voit qu'il s'arrête de jouer. Et pour la petite histoire, il ne va pas finir le tournoi parce qu'il souffre d'une lésion qui ne lui permet pas de reprendre ni la partie ni le tournoi, et il va être forfait sur le reste de la compétition. Je vous remets au ralenti pour ceux qui veulent suivre, donc il est placé ici. Vous allez voir qu'en fait le japonais tombe et lui emmène son pied droit en rotation latérale, alors que lui veut tourner plutôt vers la gauche. Donc on a bien un mécanisme en rotation latérale qui ouvre la pince bimalléolaire et qui vient créer une lésion de la syndesmose. Donc voilà le troisième type d'entorse de cheville qui est assez spécifique de la syndesmose et qu'on voit rarement, on a du mal à les identifier et passe souvent inaperçu. Vous avez vu que même si vous êtes sur le terrain et que je vous remonte l'image plusieurs fois, on a du mal à apercevoir le moment où il se blesse. D'ailleurs, il va pas sortir tout de suite, il sort sur la deuxième ou troisième attaque qui suit. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les différents types de mécanismes lésionnels. Si on prend le rôle du kiné du sport sur le terrain, il est varié et on va dire que son rôle va énormément dépendre de la présence ou non du médecin dans le staff médical. Alors si vous avez un médecin avec vous, c'est entre guillemets facile parce que c'est lui qui a le diagnostic à poser et vous allez uniquement entre guillemets vous occuper des soins. Malheureusement pour ceux qui ont l'habitude de suivre des sportifs, on n'a souvent pas accès à un médecin directement et la prise en charge, il va falloir que ce soit vous qui la fassiez. Et dans ce cas-là, il faut essayer d'identifier les lésions qui sont possiblement associées à cette blessure, prendre en charge, mettre en place les premiers soins et réorienter la prise en charge. Donc si possible, on essaye d'observer le mécanisme lésionnel. Vous avez vu que c'est pas toujours facile. On va devoir souvent passer par un interrogatoire du patient qui va pouvoir vous indiquer un petit peu le type de lésion et vous aiguiller déjà dans un premier temps sur les différents types de lésions ligamentaires ou autres qui peuvent être associées. À partir de ça, vous pouvez créer votre arbre décisionnel. Qu'est-ce que je fais de mon patient? Est-ce que je l'oriente vers une radio? Est-ce que je l'oriente vers une prise en charge en urgence? Ou est-ce que je mets en place un protocole un peu plus classique avec une prise en charge de compression, de contention que vous connaissez bien? Alors, si on fait un petit point rapide sur les signes cliniques, je vais aller assez vite, je pense que tout le monde connaît ça.
Le premier signe le plus important, c'est la douleur aiguë. Vous avez vu que cette douleur aiguë, elle peut passer assez vite, elle peut céder assez rapidement. On verra que ce n'est pas un critère de gravité non plus. Le deuxième critère intéressant, c'est la présence d'un œdème qui arrive dans plus de 2 tiers des cas, donc c'est relativement fréquent. Il arrive très vite, en quelques minutes, et puis il peut se transformer petit à petit en ecchymose, voire en hématome dans les 2 ou 3 jours qui vont suivre la lésion. Souvent, on a une description par le patient d'une sensation de rupture, de craquement, qu'on va détailler un petit peu. Et puis, on peut étudier l'impotence fonctionnelle, c'est-à-dire est-ce que votre sportif peut continuer son activité, se remettre debout, marcher, voire trottiner un petit peu, courir. Je reviens là-dessus parce que l'impotence fonctionnelle, encore une fois, n'est absolument pas corrélée à la gravité de la lésion. C'est pas parce que votre sportif reste longtemps au sol qu'il ne peut plus marcher que la gravité est importante. Et inversement, c'est pas parce qu'il veut reprendre, parce qu'effectivement il a l'air de voir pas très mal et qu'il peut reprendre son activité que l'entorse est à un stade qui est faible. Il y a une absence de corrélation anatomoclinique complète entre l'impotence fonctionnelle et la gravité de la lésion. Par contre, s'il y a association d'un craquement, d'une douleur et d'une impotence fonctionnelle, eh ben dans 75% des cas, on a une rupture complète du LTFA. Donc l'interrogatoire, ne serait-ce que par l'interrogatoire et l'observation, vous avez déjà une idée plus ou moins juste du type de lésion que vous allez avoir. En ce qui concerne la prise en charge et l'examen de terrain, alors malheureusement les webinaires c'est pas forcément l'idéal pour montrer des choses en pratique. Je vous invite à venir vous former par exemple notamment à la SFMKS. On va essayer de voir la démarche qu'on peut avoir, mais après c'est beaucoup de clinique, de pratique. Et là pour le coup je vous invite à vous former réellement en pratique. Si possible, ça se fait assez rapidement dans l'urgence. Votre rôle, il est absolument pas de poser un diagnostic. Déjà parce qu'on n'est pas habilité à le faire. Et puis, on va le voir tout à l'heure, l'examen en urgence sur le terrain, il n'est absolument pas fiable. Et il ne faut absolument pas s'en servir pour essayer de classer la lésion. Le rôle et l'objectif à cette phase-là, c'est d'éliminer les critères de gravité et d'envisager les potentielles lésions associées. On n'est pas absolument pas dans la classification du type de lésion, on n'est pas là pour poser de diagnostic, c'est impossible à ce stade-là. L'objectif final, c'est évidemment d'orienter la prise en charge. Alors je vous le disais, en urgence, même par un clinicien expérimenté, un médecin du sport avec de l'expérience, votre examen clinique sur le terrain au moment de la blessure en urgence, il n'est absolument pas fiable. Il n'y a que 71% de sensibilité et on est à peine à 1/3, à 33% de spécificité. Donc c'est des résultats qui sont assez catastrophiques et l'examen en urgence n'est pas fiable. C'est vraiment un message qu'il faut retenir. C'est pour ça qu'on doit réexaminer notre sujet, notre sportif, dans les 3 à 5 jours qui suivent la lésion. Et poser un diagnostic affirmatif en urgence, c'est impossible. En tout cas, il sera faux dans plus de 2 tiers des cas. Alors si possible, encore une fois, on va essayer de le décrire, mais en pratique, ce serait mieux. Si possible, ça se fait au calme, allongé, il y a toujours du monde à côté, on essaye de prendre un peu de place. L'interrogatoire, on l'a vu, c'est extrêmement important. Et l'inspection, ça va être une des parties aussi les plus fondamentales. Dans un premier temps, il n'y a aucun intérêt à faire une mobilisation articulaire. Déjà parce qu'on risque d'être dangereux d'aggraver la lésion. Et dans un second temps, vous avez vu qu'en urgence, le test n'étant pas fiable, ça ne sert à rien d'aller mobiliser une articulation dans un premier temps. C'est uniquement par la palpation, l'interrogation et éventuellement quelques tests très simples qu'on peut essayer de venir examiner la cheville dans un premier temps. Donc on va s'attarder sur le cutané trophique. Donc en général, on a rarement des plaies ou des déformations visibles, mais ça peut arriver. On cherche plutôt l'apparition d'un hématome. Au niveau osseux, on va chercher sur le compartiment médial et éventuellement une contusion osseuse du bord médial du talus. On peut aller chercher l'os péronéum, on peut aller chercher la base du 5e méta, le naviculaire, toutes les petites origines des tendons qui sont périarticulaires. Évidemment, on va pouvoir essayer d'envisager une lésion par arrachement de la fibula, on verra tout à l'heure. Les lésions ligamentaires, j'en ai parlé tout à l'heure, le médio-pied, l'avant-pied, le compartiment médial, la syndesmose. Au niveau musculo-tendineux, il y a une prédominance des lésions tendineuses qui peuvent apparaître sur les fibulaires, sur le court extenseur des orteils, le long extenseur des orteils, éventuellement le tendon d'Achille, on verra ça tout à l'heure. Et au niveau vasculo-nerveux, on a de plus en plus de publications, je vous en ai mis une ici, qui révèlent des lésions nerveuses. Alors ça peut être les branches du nerf fibulaire superficiel notamment qui peuvent être atteintes. On en reparlera tout à l'heure.
Une fois qu'on a envisagé ces lésions musculaires, eh bien arrive la prise en charge avec le protocole que tout le monde connaît, le protocole Price ou Rice ou Grec, qui a été remis à jour par l'équipe de Bickley. Alors, quand on cherche des auteurs de référence sur la prise en charge en urgence, notamment des entorses de cheville, je vous invite à aller jeter un œil sur les publications de Bickley, qui travaille beaucoup sur l'urgence, le rôle de la glace par exemple, toutes ces prises en charge-là. Et lui, ça a été le premier à mettre en avant le fait de remplacer le repos complet, le R de Rice, par le OL, le Optimal Loading, qui nous donne un police finalement. Ce police, ça sous-entend que mettre au repos complètement un sujet, c'est un peu aberrant et qu'il est plus intéressant de le remettre le plus rapidement possible en charge, à condition évidemment qu'il n'y ait pas de lésion qui soit une contre-indication ou qu'on n'ait pas d'atteinte qui vienne tordre le ligament, mais le Optimal Loading, c'est vraiment la remise en charge la plus précoce possible. Donc voilà un petit peu comment il se décrit. En termes de... Alors, tout est à peu près bien connu, la protection, les attelles, les choses comme ça. On pourra refaire un webinaire, je pense qu'on le fera là-dessus. La question qui se pose souvent, c'est la glace. Alors, on entend souvent des arguments en disant non, à l'heure actuelle, il n'y a plus d'intérêt de la glace. C'est faux. Si on fait une revue de littérature intéressante, encore une fois, vous voyez Bickley, donc c'est de 2006, mais il y a des publications plus récentes. Lui, il préconise, en tout cas lui et son équipe préconisent plutôt que 20 minutes toutes les 2 heures, les fameuses applications intermittentes, à savoir 10 minutes de glace, 10 minutes de repos, c'est-à-dire plus rien, et à nouveau 10 minutes de glace. Et on obtient des résultats qui sont significativement plus intéressants, notamment sur les douleurs en activité. Donc voilà les dernières recommandations sur l'application de la glace. Je reviens sur les suspicions de lésions osseuses. Je pense que tout le monde les connaît, ces fameux critères d'Ottawa. L'objectif de la conférence d'Ottawa, c'était de diminuer un peu le nombre de clichés. Donc ils ont établi 4 paramètres, 4 critères sur lesquels on oriente vers une radio. Il suffit qu'il y en ait un des 4 qui soit positif, et dans ce cas, on oriente vers une radio. Le premier, c'est l'impossibilité de se mettre en appui et de faire 4 pas. Vous avez vu que tout à l'heure, c'est pas forcément systématique. Si on a impossibilité de se mettre en appui et faire 4 pas, on rentre dans les critères d'Ottawa. Deuxièmement, c'est la palpation osseuse du bord postérieur, là j'insiste, de la fibula et du tibia sur les 6 premiers centimètres, les 6 cm les plus distales, à partir de la pointe d'une des deux malléoles. Ensuite, c'est une douleur au naviculaire ou sur le 5e méta. Et la mise à jour la plus récente rend valide ces critères d'Ottawa à partir de 5 ans. Ce n'était pas le cas avant, ils étaient valables entre 18 et 60 ans, ça a été remis à jour, maintenant c'est valable à partir de 5 ans. Chose intéressante, c'est que ces critères sont d'autant plus fiables qu'ils sont faits dans les 48 premières heures. Si on regarde la sensibilité et la spécificité de ces critères, vous voyez qu'ils sont extrêmement sensibles, mais finalement peu spécifiques. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de faux positifs et vous allez retrouver à faire des radios alors qu'il n'y a pas forcément de lésions. Il y a un autre type de critère qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle les critères de Bernays. Il y en a 3, qui eux sont beaucoup plus justes, on les verra tout à l'heure. Ces critères de Bernays, c'est un test de contrainte indirecte fibulaire 10 cm au-dessus de la pointe des malléoles, un test de contrainte directe sur la malléole médiale et un test de compression médio-pied et arrière-pied qu'on va voir juste après. Vous voyez que la sensibilité est beaucoup plus importante puisqu'elle est de 100% et la spécificité est là aussi beaucoup plus importante, ce qui nous permet d'enlever un maximum de vrais négatifs. C'est les publications un peu récentes là, de Egli et al. Donc les tests, les voilà, les 3 tests. Compression indirecte, 10 cm au-dessus, donc on comprime la malléole et le tibia, 10 cm au-dessus. On comprime la malléole par un appui direct, et on vient saisir le calcaneus et le talus, et on comprime l'arrière-pied, le médio-pied et l'avant-pied. S'il y a un de ces 3 tests qui est positif, on peut réorienter vers une prise en charge radiologique qui nous donnera une bien meilleure spécificité. Attention sur l'image, on a l'impression qu'il y a une composante d'inversion. C'est faux, ils sont bien décrits strictement dans le plan frontal. Hein. C'est bien dans l'axe. En termes d'image, donc on a la radiographie, j'en ai parlé un petit peu. On y reviendra tout à l'heure sur les recommandations. Un autre outil qui est très intéressant puisqu'il est moins cher, pas irradiant, il permet de voir la plupart des structures ligamentaires et surtout il permet de faire un examen dynamique, c'est l'échographie. C'est extrêmement intéressant. Le gros point noir de l'échographie, c'est qu'il est extrêmement opérateur dépendant. Et du coup, il est moins fiable, en tout cas, il a une reproductibilité qui est moins bonne. Par contre, il a une excellente valeur prédictive si on tombe sur un opérateur qui est compétent. Et pour classifier le stade de la lésion, voire des lésions associées type atteinte du rétinaculum défibulaire, c'est un examen qui est extrêmement intéressant. L'IRM et l'arthroscanner, c'est peu utilisé, c'est vraiment s'il y a des complications. Ça peut être la recherche d'un corps d'étranger, éventuellement l'étude du sinus du tarse.
Voilà, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure éventuellement, mais c'est pas un point très intéressant. Si on suit les recommandations en termes d'examen de l'European Foot and Ankle Society, ils nous disent qu'il y a 2 ou 3 radios intéressantes, c'est la face avec une rotation interne de 15 degrés, une cheville de profil et éventuellement un pied 3/4. Voilà les 3 radios qui sont recommandées en cas de suspicion de lésion osseuse, l'échographie évidemment, et puis j'en parlais en cas de suspicion de fracture un petit peu différente, de complications plus importantes, ça peut être potentiellement un scan ou un arthroscan, mais c'est le plus rare. On arrive ensuite sur notre fameux réexamen à 3 à 5 jours. Vous voyez que la sensibilité de cet examen et la spécificité n'ont rien à voir avec ce qu'on avait dans l'urgence. Donc c'est un ensemble de tests qui sont beaucoup plus justes, beaucoup plus rigoureux, et c'est pour ça qu'on est obligé de réexaminer le sportif à 5 jours. Il y a 2 tests intéressants. Le test du tiroir, c'est de toute façon le moins douloureux et un des plus spécifiques, qui nous permet d'envisager une lésion du compartiment antérieur. Et puis un test qui va plutôt s'intéresser au ligament collatéral fibulaire, c'est le talar tilt test. S'il est supérieur à 15 degrés, on voit ici la bascule du talus, eh bien c'est un signe une atteinte du collatéral fibulaire. Tout à l'heure, je vous parlais de l'échymose qui peut apparaître à 3-5 jours. C'est assez classiquement ce qu'on voit sur l'arrière-pied, là, en général en rétro-malléolaire. Quelques tests qui passent souvent à la trappe, c'est les tests de la syndesmose, les tests cliniques de la syndesmose. Le squeeze test, alors qui ressemble un petit peu aux critères de Bernays, sauf qu'il va nous donner une douleur plutôt sur la syndesmose, on vient mettre en tension la membrane interosseuse. Le cross-leg test, donc vous voyez ici, on laisse pendre le pied lésé, on reproduit donc un mécanisme de rotation latérale, et cette position-là est douloureuse avec le patient. Je n'ai pas trouvé de chiffres sur la sensibilité et la spécificité de ce test. Un autre test intéressant, c'est le External Rotation Stress Test, où on vient mettre à nouveau la cheville en rotation et on maintient la partie supérieure de la jambe pour reproduire le mécanisme lésionnel. Vous voyez qu'il est relativement spécifique, mais très peu sensible. Puis il y a un autre test que j'utilise moins, qui est plus rare et qui est peu décrit, c'est le Dorsiflexion Compression Test, qui ressemble au Squeeze Test, mais en charge, avec là encore pas énormément de choses décrites. Vous voyez que il y a peu d'études là-dessus, peu de fiabilité sur ces tests. Souvent, c'est des lésions qui passent un petit peu inaperçues et sur lesquelles on va avoir du mal à créer une vraie rééducation parce qu'une lésion de la syndesmose, ça perturbe la stabilité de l'entorse. Donc on va forcément tomber sur des patients qui sont à risque de récidive. Donc essayez d'avoir en tête cette lésion de la syndesmose, maîtriser ces tests, et puis après on peut aller faire des examens complémentaires si on a une suspicion type radio, mais surtout type échographie. Les stades de l'entorse de cheville, alors je ne vais pas m'attarder dessus, parce que pour moi c'est des stades qui sont très intéressants pour un échographiste, mais pour un clinicien, savoir si c'est une rupture fibrillaire ou fasciculaire ou une atteinte de la capsule, ça me paraît moins intéressant. Par contre, il y a les travaux de Malariopoulos là, dans les fins des années 2000, qui met en évidence 3 stades, voire un petit peu plus si on va chercher des radios en stress, et qui sont des grades qui sont mis en avant par des tests cliniques. C'est réellement des informations cliniques qu'on peut avoir pour classer la lésion en 3 stades. Alors ça va s'intéresser soit à la fonction, à la laxité ligamentaire, donc est-ce qu'il y a un tiroir antérieur positif ou un talar tilt test positif, à la présence d'une hémorragie, la sensibilité à la palpation, l'amplitude qu'on retrouve et éventuellement un gonflement. Et vous voyez qu'en fonction de la présence de ces différents stades, de ces différents signes, on classe les lésions et c'est beaucoup plus clinique, beaucoup plus intéressant pour le praticien. Si on fait un point sur l'ensemble des lésions associées, alors c'est forcément pas exhaustif, mais on va essayer de passer en revue les principales. On a les lésions osseuses sur lesquelles on va devoir se méfier. Donc j'ai parlé de la contusion, quand le talus, on le verra tout à l'heure, quand le talus bascule en varus, le compartiment médial vient frapper la malléole tibiale et possiblement va créer une contusion osseuse. On peut avoir un arrachement de la malléole, c'est le plus classique. On peut avoir un arrachement de la base du cinquième méta par traction du cours fibulaire. On peut avoir une lésion de l'os péronéum qui se situe juste sur la gouttière du cuboïde, une atteinte du naviculaire via le tibial antérieur. On a d'autres lésions, un peu plus rares, mais il y en a, d'autres lésions osseuses. Au niveau ligamentaire, j'ai parlé des lésions de la syndesmose, j'ai parlé de ligament calcanéo-fibulaire. Je vous rappelle que le ligament talofibulaire postérieur est beaucoup plus rigide, donc beaucoup plus rarement atteint, mais c'est important de le surveiller. Pensez au compartiment médial, sur une entorse dans un sens et dans l'autre.
On a parlé des ligaments interosseux, vous avez évidemment le ligament cervical sur lequel j'ai beaucoup parlé sur le dernier webinaire, le ligament Y de Chopard, et puis les ligaments plutôt de la médiotarsienne ou de la transverse du tarse. Voilà des éléments à pas rater. Au niveau rétinaculaire, c'est le rétinaculum supérieur des extenseurs des fibulaires, excusez-moi, qui peut poser problème. Vous voyez qu'il est collé au calcanéo-fibulaire et sur un mécanisme d'entorse, notamment en varus forcé, eh bien on peut avoir une rupture de ce rétinaculum supérieur qui va conduire potentiellement à une luxation, voire une subluxation des deux fibulaires. Je vous montrerai des images tout à l'heure. Au niveau tendineux, alors c'est à la fois les fibulaires à nouveau, sur une contraction pour résister à l'entorse, qui peuvent s'abîmer. On a des tendinopathies à la suite d'entorse de cheville. Le tendon d'Achille, on le verra. Le court et le long extenseur des orteils, c'est également des tendons qui peuvent poser problème, sur lesquels il faut aller se poser des questions. Et puis au niveau nerveux, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les derniers travaux là, c'est Nitz et ses collaborateurs sur des lésions éventuellement du nerf fibulaire et du nerf tibial, sur lesquels je vous invite à aller jeter un œil. Et je reviens donc sur ce que je vous disais en tout début, l'ensemble de ces lésions associées sont en général classées comme étant entorse de cheville. On voit souvent au cabinet arriver des patients marqués rééducation pour entorse de cheville, et on met totalement de côté l'ensemble de ces lésions associées. Donc encore une fois, on le verra tout à l'heure dans la publication de Fala, mais pensez à cet ensemble-là, la voilà. Ça c'est sur 600 patients, donc il a fait une publication sur plus de 600 patients. Sur ces 600 patients, il a enlevé ceux qui avaient une atteinte osseuse. Donc on n'a plus que 547 patients. Ces 547 patients ont été diagnostiqués et classés comme étant des patients qui ont eu une entorse de cheville. Et en fait, quand on va un petit peu regarder dans le détail les lésions associées, vous voyez qu'on a tout un tas de lésions associées, le calcanéo-fibulaire, le compartiment médial, vous avez la capsule articulaire, vous voyez ici le court extenseur des orteils, je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut regarder le tendon d'Achille, on peut regarder l'atteinte de la syndesmose, qui est presque à 6%, le sinus du tarse, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans l'arthroscanner. Donc c'est tous des gens qui vont être étiquetés entorse de cheville, qui en fait présentent un nombre important de lésions associées, sur lesquelles il va falloir réfléchir et rééduquer. Donc c'est lui qui parle en premier de syndrome de l'entorse de cheville, plutôt que réellement une lésion type entorse de cheville. Alors pour ceux qui veulent voir un petit peu plus de lésions associées, voilà par exemple sur un cadavre une section d'une rétinaculum supérieure des extenseurs, et quand on demande une contraction résistée, ou quand on a une inversion de cheville qui se met en place, eh bien on voit le court ici et le long fibulaire ici, qui vont passer en avant de la malléole. On le voit bien sur une échographie, d'où l'intérêt des échographies dynamiques. Vous voyez ici le long fibulaire qui passe en avant de la malléole latérale, il ne devrait pas être là, il devrait être ici. Et ici c'est le court fibulaire qui lui aussi s'est passé en avant de la malléole latérale, la malléole fibulaire, et qui vient créer une subluxation. Ces patients-là sont souvent à indication chirurgicale si on a une réelle luxation, voire une subluxation importante, parce qu'ils vont forcément récidiver. Leur système de protection via les fibulaires, que Romain Terrier a dû beaucoup détailler, est inefficace, puisqu'ils subluxent, ils changent de trajet, donc biomécaniquement ils n'ont plus aucun intérêt, et c'est des risques de récidive. Pour la lésion de la syndesmose, on peut le voir sur une radio, alors ça c'est assez rare, mais on voit ici un énorme diastasis entre le tibia et la fibula. Au passage, il y a aussi une petite lésion du dôme, ici. Et sur cadavre, je vous ai remis l'image d'une lésion de la syndesmose. On voit très bien cette ouverture, ce diastasis entre le tibia et la fibula. On comprend bien que la pince bimalléolaire n'est plus efficace. Je vous renvoie au premier webinaire qu'on avait fait ensemble. Cette pince bimalléolaire n'étant plus efficace, la stabilité du talus n'est pas optimale, et on est forcément sur des patients qui sont à risque de récidive. Et puis éventuellement, voilà, d'autres types de lésions qu'on voit si on utilise des arthroscans éventuellement. Donc là on a une contusion osseuse avec carrément une lésion ostéochondrale ici du dôme du talus. On comprend bien sur un mécanisme d'entorse ici qui est mimé, le talus bascule en varus. L'image qui est intéressante à avoir en tête, c'est ça, c'est le bateau qui vient se coucher. On comprend très bien que la face médiale ici vient impacter le compartiment osseux au-dessus, créant au minimum une contusion osseuse, voire un petit peu plus, quelque chose de ce type-là, une fracture ostéochondrale du dôme du talus. Voilà, j'en ai fini pour la partie terrain. J'espère que j'ai été clair. Je vous ai laissé mes coordonnées mail éventuellement. Allez faire un tour sur les sites de la SFMKS pour vous former un petit peu plus en pratique et passer un petit peu plus de temps pour aborder toutes ces problématiques-là. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles. Merci.
Donc je vous invite à poser vos questions si jamais il y a des points à éclaircir. Voilà, oui, ça a été d'une clarté pure et limpide. Possible. A priori, on va attendre quelques secondes, le temps que les questions arrivent. J'en profite en attendant que les questions arrivent pour vous dire que ce webinaire a été enregistré. Donc si jamais vous êtes arrivé en cours du discours ou alors que vous souhaitez revoir la présentation, elle sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de l'Académie d'Acheville. Donc on vous fera parvenir les liens et le support PDF d'ici quelques jours. Alors voilà, les questions sont arrivées. Johan nous demande, la glace a-t-elle un effet anti-inflammatoire réel ou juste antalgique? Alors c'est une très bonne question, c'est souvent posé. Les derniers travaux sur la cryothérapie, ils font lien avec les travaux de la cryothérapie corps entier. Il y a une revue de littérature qui est sortie l'année dernière qui est extrêmement intéressante. Il semblerait qu'il y ait un réel effet anti-inflammatoire avec une diminution des cytokines. Et ça c'est vrai pour la cryothérapie corps entier et pour l'application de glace. Au passage, l'application de glace fait chuter la température de manière plus importante que la cryothérapie corps entier. C'est des travaux que j'ai pas sous les yeux, j'essaierai de vous retrouver tout à l'heure si j'ai un petit peu de temps. Donc la glace, elle a un effet antalgique dans un premier temps, mais elle a également visiblement un effet anti-inflammatoire qui semble réel. Voilà. Donc oui, il avait complété Johan, car a priori les études reportent l'intérêt des anti-inflammatoires non stéroïdiens en aigu. Alors, a priori, les études reportent l'intérêt. Alors ça, c'est pareil, c'est un petit peu discuté parce que le phénomène inflammatoire, il est important, enfin, je veux dire, il est nécessaire, et du coup, de mettre des AINS dans un premier temps, c'est un petit peu comme sur les lésions musculaires, c'est de plus en plus discuté. Il semblerait que les recommandations, c'est d'attendre plutôt minimum 4 jours que la phase inflammatoire pure soit passée. Alors la glace, nous, elle nous intéresse. Elle a un effet anti-inflammatoire, mais beaucoup moins important que les AINS, évidemment. La glace, elle a un intérêt important, comme ça je réponds à la question d'Aurélien en même temps. Elle a un effet très important sur la partie antalgique et un effet moindre sur les anti-inflammatoires. Donc si je réponds un peu aux deux questions en même temps, il semblerait que les recommandations, c'est glace dans un premier temps, pas chaud parce qu'on accélère, pour le coup, on accélère plutôt les phénomènes inflammatoires, alors qu'il faudrait les contenir. Il ne faut pas les couper, mais il ne faut pas non plus les exagérer. On risque d'augmenter la douleur et d'augmenter pas mal de problématiques j'arrive pas à retrouver mon nom, de grignotage de la lésion, de déstructuration. Donc les dernières recommandations, c'est glace. Je vous invite à aller voir les travaux de Bickley, c'est vraiment la référence là-dessus, de manière intermittente, et on évite les anti-inflammatoires dans les 3 premiers jours. C'est un peu les mêmes que finalement sur les lésions musculaires. Ensuite, David, vous évoquiez la douleur comme facteur de gravité. Est-ce qu'à l'inverse, l'absence de douleur ne peut pas signer une rupture ligamentaire? C'est pareil, c'est une bonne question, c'est souvent évoqué, le fait de ne pas avoir mal du tout. Alors on le voit surtout, très souvent, c'est chez des joueurs qui sont déjà en instabilité chronique de cheville, qui ont plus de ligaments, entre guillemets, et qui du coup, ils se font une entorse, ils ont mal sur le coup, ça tire un petit peu, parce que ça tire sur les récepteurs cutanés, ça tire sur d'autres structures nociceptives. Mais par contre, le fait de ne pas avoir de ligament, effectivement, leur donne un retour assez rapide, puisqu'ils disent ben non, mais ça va tourner, mais j'ai pas si mal que ça. Donc ça évoque le fait que, effectivement, le fait d'avoir une rupture complète ligamentaire peut donner une absence de douleur. Et encore une fois, c'est bien d'avoir retenu ça. La douleur, c'est absolument pas un facteur de gravité. Mais on ne peut pas non plus en conclure que parce qu'il a pas mal, c'est directement un stade grave. Encore une fois, c'est assez compliqué. On se rend compte que tout ce qu'on pensait savoir sur les diagnostics cliniques dans les premiers temps d'urgence sont peu fiables, voire souvent faux. Damien nous demande, la cryothérapie gazeuse à moins 80 degrés apportait un intérêt? Alors j'ai en tête des travaux effectivement qui ont comparé les deux, qui ont comparé cryothérapie, alors gazeuse, je pense que c'est cryothérapie, non c'est pas forcément corps entier. Alors sur la gazeuse précisément à moins 80 degrés, j'avoue que je n'ai pas forcément tout en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on refroidit, on diminue la température,
Je vais essayer de vous retrouver un papier, là, je vous ferai passer ça, sur les différents types de cryothérapie et les intérêts. Je crois que c'est encore une fois Bickley qui fait ça. À partir du moment où on arrive à faire chuter la température, on a un premier effet antalgique et un effet anti-inflammatoire. Donc oui, si possible, dans les premiers temps. Après, le problème de la cryothérapie gazeuse à -80, c'est qu'on ne se balade pas souvent sur le terrain avec ça, et qu'une bonne vieille vessie de glace, ça nous permet de sauver pas mal de choses déjà. Ensuite, pour revenir à la discussion autour de la glace, Johan complète ses questions en disant la glace ne perturbe pas le drainage. Je dirais non, parce qu'à partir du moment... je pense que c'est là l'intérêt de l'intermittence, c'est-à-dire 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. C'est là où il y a des choses intéressantes, c'est que ça permet tout à fait de continuer le drainage. Après, le drainage, il est principalement fait par la compression. Le fait de mettre un strap compressif, type Tenso Plus, alors c'était du Coeban avant, mais le Tenso Plus, permet d'éviter l'apparition d'un drainage. La remise en charge rapide, le optimal loading, va avec cette notion de drainage. Donc non, non, il faut la glace, elle est là pour limiter les douleurs. Elle a un effet anti-inflammatoire modeste, certes, mais par contre, elle n'est pas là pour gêner le drainage. Et donc, Johan qui demande jusqu'à quand conseiller la glace? Jusqu'à disparition des douleurs, pour moi. Jusqu'à disparition des douleurs, jusqu'à disparition du gonflement, jusqu'à disparition des phases chaudes, là. Donc en clair, moi c'est pas rare que je dise à mes patients de glacer dans les 10 premiers jours. J'ai encore le cas avec 2 handballeurs là. Il y a des douleurs encore 10 jours, c'est glace régulièrement. De toute façon, ça n'a pas de contre-indication, la glace, mis à part de se brûler. C'est déjà arrivé, donc bien faire attention à ne pas brûler la peau, mais il n'y a pas de contre-indication. Des commentaires de Jean-François aussi qui nous dit, concernant les AINS, tout à fait d'accord, ne pas en donner en aigu, donc quasi jamais en traumato du sport, et puis également la glace, meilleur traitement en aigu. Bon, ça a l'air de coller. Alors ensuite, Johan, les entorses en éversion sont-elles vraiment si rares? Ils ont du LLI. Alors les entorses en éversion, elles sont relativement rares parce que en position d'éversion, on est en flexion de cheville, en flexion dorsale de cheville. Dans cette position-là, le talus est placé dans la syndesmose sur sa partie large, donc il y a un verrouillage de la pince bimalléolaire. C'est pas rarissime, ça arrive notamment sur des réceptions sur les pieds, sur des sports par exemple au handball, une fois qu'on a fini de shooter, on réceptionne sur le pied de l'adversaire. Si on pose le talon sur le sol et l'avant-pied sur le pied de l'adversaire avec un léger mouvement de rotation, on a un phénomène d'entorse en inversion. On a aussi des fois, dans mon inversion, pardon. On a aussi des fois une réception sur le pied qui crée une entorse en inversion et une entorse en éversion. Donc on a les deux, on appelle ça le café crème, nous, entorse interne, entorse externe. Il faut donc aller vérifier la lésion du LLI et ne pas la confondre, attention, ne pas la confondre avec une contusion osseuse du bord médial du tibia. Pour savoir ça, il faut dans un premier temps palper et ensuite, si on suspecte une lésion du LLI, on met une très légère contrainte en valgus pour ce coup-là. Et si la contrainte en valgus augmente la douleur par rapport à la position neutre, on suspecte une lésion du LLI. Alors Aurélien, alors toujours au sujet de la glace, je pense. Oui, mais sachant que la réaction inflammatoire est un phénomène physiologique, tu augmentes ta vascularisation. Pourquoi cela serait-il néfaste? Non, c'est sur le drainage. Non, c'est sur la glace. Parce que trop d'inflammation, je vais pas dire trop d'inflammation tue l'inflammation, mais contrôler l'inflammation, c'est important. Il ne faut pas la couper complètement, d'où le fait de ne pas mettre d'AINS complètement, ça c'est reconnu. Mais laisser une inflammation trop importante, déjà c'est générateur de douleur, donc on risque de perdre du temps, on va avoir une cheville qui est chaude, donc ça a des effets un petit peu négatifs. C'est pas forcément l'inflammation en elle-même, c'est tous les problèmes qu'elle entraîne, l'inflammation. Donc il faut plutôt, j'ai envie de dire, la contrôler, l'inflammation, que la couper complètement, mais ce qu'il faut surtout pas, c'est l'exagérer, cette inflammation. Jean-François, au sujet de la cryo, que pensez-vous de la gamme Igloo? La gamme Igloo, c'est notre dernier partenaire à la SFMKS. Ça semble être intéressant, mais on n'en a pas à la Fédé. J'en ai
J'en ai eu entre les mains quelques-uns. J'ai pas testé beaucoup, mais je trouve ça assez intéressant parce qu'il combine, si je dis pas de bêtises, hein, il combine compression et glace. Ça semble être intéressant. Ça semble être intéressant. J'ai pas énormément d'expérience là-dessus. J'ai vu passer des produits. Ça, sur le principe, ça me paraît intéressant. Johan, les patients qui ont des douleurs à la marche sans fracture, contrôle radio, ne signent-ils pas une contusion du talus? Et ça peut signer une contusion du talus. Alors ça, il faut le vérifier. Si on arrive à faire quelque chose à la palpation, on peut vérifier si c'est une douleur, elle est contrariée. Cette douleur, elle apparaît quand on fait une flexion dorsale contrariée, pardon. Est-ce que ça augmente la douleur ou pas? Moi, j'utilise beaucoup le choc calcanéen, donc je mets un grand coup de poing dans le talus, dans le talon. Ça doit pas faire mal. Si le pied est en position neutre, s'il y a une douleur qui apparaît à cet endroit-là, ça peut effectivement signer une contusion du talus. Il peut y avoir aussi un talus un petit peu antérieur qui viendrait gêner la flexion. Il faut vérifier à quel moment en fait de la marche, quel cycle de la marche est douloureux. Est-ce que c'est l'impact? Est-ce que c'est le passage du pas au moment où on a une flexion? Mais effectivement, ouais, ça peut signer une contusion du talus. Et si vraiment ça passe pas, parce que c'est long à passer cette contusion, bah là l'IRM ou l'arthroscan peut être une indication pour le coup. Vincent, si les tests sur terrain sont si peu spécifiques, il est donc dangereux de remettre un joueur sur le terrain strappé. Eh ben oui. Eh ben oui, eh ben oui. C'est pour ça que moi personnellement, de mon expérience, même avec le médecin, ça nous arrive très rarement de remettre un joueur sur le terrain. On a l'énorme avantage de faire du hand, donc avoir le choix de le sortir, puis éventuellement refaire des tests après et le remettre sur la fin du match. C'est pas le cas sur d'autres sports. Mais à partir du moment où les tests sont très peu fiables et très peu spécifiques, par prudence, j'ai envie de dire que oui, c'est dangereux de remettre un joueur sur le terrain. Sachant que de toute façon, rien que le fait d'avoir une cheville un petit peu douloureuse gonflée, on sait que la douleur perturbe la proprioception, l'œdème perturbe la proprioception, donc le risque c'est la surblessure, soit sur la cheville, puisqu'on sait que les straps, ils ont quelques limites quand même, soit au-dessus, au niveau du genou, et de remettre un joueur sur le terrain qui sort parce qu'il a eu mal, c'est risqué. C'est risqué, surtout que, enfin moi pour ma part, je suis pas médecin, donc je me mets encore plus en risque par rapport à ça. Après, s'il a s'il a son consentement éclairé et qu'il décide malgré tout d'y retourner, vous avez fait votre boulot, mais oui, la réponse c'est oui, c'est dangereux de remettre un joueur sur le terrain, même strappé, même strappé. Une remarque d'Andrea, pour revenir sur cryocompression, tout à fait, l'étude de Song et un collaborateur en 2016 sur la cryo, compression a plus d'effet que la cryothérapie seule. Parfait. Bonne info, ça devait être cette info que j'avais. Ensuite, Johan, faut-il reprendre une marche précoce si suspicion de contusion osseuse ou faut-il laisser les béquilles? Eh bien, là aussi, c'est aussi une bonne question, c'est toujours des bonnes questions. Si on est sûr que c'est qu'une contusion, qu'il n'y a pas de fracture de toute façon, ça va durer un peu longtemps. Après, tout dépend du contexte du patient. S'il a mal, pour moi, le critère important, c'est la douleur. Si à la marche, pardon, il a mal, et c'est systématique à tous les pas, et ben dans ce cas-là, laissez les béquilles ou l'attelle, parce que des fois, aussi bizarre que ça puisse paraître, juste une attelle de stabilisation, elle diminue les douleurs de contusion. J'arrive pas à bien comprendre pourquoi, peut-être que c'est la compression qui fait ça, mais il se trouve que c'est souvent le cas. Et ben dans ce cas-là, oui, c'est plus intéressant de délester un petit peu plus longtemps. Si par contre il a mal que quand on vient travailler dessus, qu'on le met en charge, qu'on lui demande des appuis, et que dans la vie de tous les jours il a pas mal, encore une fois, le Blickley, police, c'est exactement ça, c'est optimal loading. Je remets en charge, mais je fais attention le plus précocement possible, mais je fais attention de ne pas aggraver la lésion. Si c'est douloureux à la marche, quel que soit le type de marche, même à une marche doucement en piétinant, pour le coup, c'est béquille. Et si par contre, quand il marche dans la rue, il a pas mal, c'est vraiment sur les exercices au cabinet, on enlève les béquilles. Voilà, enfin c'est mon avis. Aurélien, j'ai entendu parler de ce nouveau protocole MET, Movement, Elevation, Traction and Heat. Qu'en penses-tu? Un mouvement, oui, à condition de de pas solliciter le ligament qui a été touché, donc pas évidemment pas
pas d'inversion, pas de flexion plantaire. Élévation, bah, on est toujours dans le même principe que le price ou le police. Il y a le E de élévation. Traction, oui, effectivement, il y a de plus en plus. Alors, traction, ça sous-entend, je pense, décoaptation. Effectivement, il y a des papiers qui montrent que des patients qui ont suivi dans la phase précoce des mobilités en décoaptation, de la technique de thérapie manuelle de décoaptation douce, encore une fois, hein, c'est toujours le problème de la douleur. Oui, chaleur, le HIIT c'est chaleur. Ben, ça n'a pas l'air d'être les recommandations. C'est plutôt du froid dans un premier temps. Si le patient il n'a pas de douleur du tout, pourquoi pas mettre de la chaleur, mais moi par expérience, à chaque fois que j'ai mis de la chaleur sur une cheville un peu trop tôt, les douleurs sont revenues quasiment tout de suite avec un gonflement à nouveau, on réaccélère l'inflammation et c'est le débat qu'on avait tout à l'heure. Par contre, je suis curieux de savoir où il a été entendu ce protocole, parce que pour lire un peu, je ne l'ai pas vu passer, mais vraiment par curiosité, ça m'intéresse, donc si jamais je peux avoir une petite référence ou quelque chose, j'irai voir ça. Mais pourquoi pas, la question c'est toujours la même, c'est la chaleur et le froid. Les débats restent ouverts sur la chaleur et le froid. Effectivement, il y en a qui disent qu'il faut favoriser l'inflammation, d'autres qui disent qu'il faut la contrôler. À l'heure actuelle, ça a l'air d'être plutôt de la contrôler. Ça peut bouger. Pareil, je vous invite à venir faire les formations à la SFMKS. On aborde pendant très longtemps les outils à disposition du kiné et de la glace. Parfait, merci Aurélien. Je vais essayer de récupérer ça, je regarderai ça. Merci bien. Donc voilà, a priori on a fait le tour des questions. Donc voilà, donc merci encore à vous tous d'avoir été nombreux à participer à cette session. On peut transmettre les questions s'il y en a qui reviennent après à Brice pour avoir encore continué la discussion. Je vous rappelle donc encore une fois, la session est enregistrée et puis les participants recevront le lien pour aller voir cette retransmission sur la chaîne YouTube et puis le support PDF de la présentation. Voilà, moi si j'ai un dernier message à vous faire passer, c'est attention à ces histoires de diagnostic sur le terrain. Essayez de me dire que c'est une entorse grave sur le terrain, et j'entends souvent dire ah bah il a telle lésion sur le terrain. C'est moins fiable que de lancer une pièce et voir si pile il a ça et face il a ça. Donc attention à ça, soyez humble par rapport à ça, je pense. Et puis voilà, réexaminer à plusieurs jours et puis éventuellement avec les tests. Et n'oubliez pas la syndesmose, qui passe souvent inaperçue. Vous avez vu que les tests sont pas très fiables. Il y en a pas beaucoup des tests de la syndesmose et l'outil important c'est l'écho, voir l'arthroscanner s'il y a des doutes. Voilà, je vous ai laissé mon mail aussi si vous avez des questions. Je suis à votre disposition. Merci bien. Merci bien, bonne soirée à vous. Attends, je vais prendre ça là, ça m'intéresse, cette référence. Si tu fermes pas, si tu fermes ça. Paf, c'est bon. Ok.